mes objectifs étaient tout le temps de pouvoir donner des opportunités aux Québécois de jouer contre des joueurs à travers le monde. Ouais. Avec les autres joueurs, il dit « Ah, I was just telling him that she wasn't wearing any underwear. » Qu'est-ce que ça prend pour avoir une escorte policière de l'aéroport privé? Puis je parlais avec un golfeur, un policier, il dit ouais. On s'en occupe. Pour cet épisode de Golf Le Monde présenté par Volvo Canada, on reçoit aujourd'hui un gars qui a été assurément l'une des personnes les plus influentes sur la scène du golf au Québec et au Canada. Et ce, dans une époque pas très lointaine, il y a à peine une décennie. Sa passion pour le golf et son sens de l'organisation lui ont permis de côtoyer les grands bonzes sur la scène du golf et également du monde des affaires. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit aujourd'hui David Skitt. David, bienvenue dans notre univers Golf Le Monde. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait longtemps que je disais il faut absolument parler de golf avec David Skitt parce que je connais évidemment ta passion. Ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît. Je pense même que tu étais sur le plateau d'un show de télé au moins une fois ou deux avec moi. Mais je veux qu'on parle de golf et de ta passion parce que si on parlait sur une base personnelle, le golf est arrivé, je pense, assez jeune dans ta vie. Right? Absolument, là, j'ai Quand commencé... tu baignais là-dedans, là, c'était un naturel. Là. C'est... mon arrière-grand-père était un champion au club de golf Victoria, puis dans ce temps-là, j'habitais en République dominicaine. Mes parents avaient déménagé là en 1980, puis lors d'un voyage à Victoria, mes grands-parents m'ont initié au monde du golf. Et puis, la meilleure amie à ma grand-mère, Margaret Todd, est dans la temple de la renommée du golf au Canada. Il est décédé en 2019 à 101 ans, mais il se connaissait depuis qu'il avait l'âge de 10 ans. Et puis, j'ai commencé à jouer au Henderson Golf Club, un petit par 3 à Victoria, et par la suite à Victoria Golf Club avec mes grands-parents. Je jouais beaucoup de différents sports, mais j'ai vraiment pogné la piqûre là, pour le golf. Et par la suite, j'ai commencé à m'initier plus au golf ou mes premiers bâtons des Waterford. Ah oui? si les gens se rappellent de ça dans le temps. Puis par la suite, mais quand j'habitais à Saint-Lambert, on a commencé à... Je pense qu'il fallait avoir 12 ans pour être membre dans ce temps-là au club de golf Saint-Lambert. Ouais, c'était plus compliqué. Mais Gordy Ross, qui était le pro dans ce temps-là, voyait qu'on avait une bonne gang de chums qui voulaient jouer. Fait qu'il il nous avait donné la permission d'être membre à l'âge de 10 ans au club de golf Saint-Lambert. Je me souviens, ça coûtait 35 $. Ah oui, quand même. Tu sais, pour un abonnement, mais c'était... au club de golf Saint-Lambert, c'était une place où il y avait tellement de jeunes, tellement un bon programme. Tu sais, on en voit maintenant. On parle pas du country club, là. On parle le petit club de golf Saint-Lambert de Rockpile. Ouais. Fait que, on avait une bonne gang de jeunes. Et de cette gang-là, tu sais, on est 40 ans plus tard maintenant, mais il doit y avoir une quarantaine de jeunes qui étaient juniors au Rockpile, qui ont fait carrière dans l'industrie du golf. C'est incroyable. C'est absolument... C'est ça, la Rockpile Mafia? The Rockpile Mafia, oui. Est-ce qu'il faut craindre cette organisation-là golfique? Après 18 heures, juste. mais donc, tu as côtoyé des gars dans ce temps-là que tu étais kid, tu étais enfant, puis ils sont dans l'industrie du golf aujourd'hui? Oui. Des noms? As-tu des gars qui sont connus? Il y a Dominique Racine, il y a Yannick Pilon, il y a Brian Dawson, il y a tellement de différents gens. Il y en a qui c'est des pros, il y en a qui c'est des représentants, il y en a qui sont devenus surintendants, il y en a qui sont devenus architectes. Tous les sphères confondues, il y a des gens qui évoluent encore dans le monde du golf à ce jour. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, peut-être à 12 ans, j'avais déjà un peu le sens de organisé, puis je voulais faire triper mes amis. Fait que je pense qu'à 12 ans ou 13 ans, je suis devenu le capitaine junior. J'étais un bon joueur, mais je n'étais pas le meilleur joueur, comme c'était tout le temps Dominique Racine qui était le meilleur joueur. Fait que j'organisais les petits field days le vendredi matin. Fait que puis il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient. C'était participatif. J'achetais des trophées pour eux autres. J'avais des tableaux de meneur déjà. C'était compétitif et participatif. Mais fait que c'est vraiment là où j'ai pogné la piqûre, puis beaucoup de bons mentors, gens... Comme qui? Des excellents joueurs, comme... il y avait les pros, il y avait Gordy Ross, il y avait Brian McDonald, Marcel Lalonde, qui était un des premiers pros à ce terrain-là, Paul Schofield, Ken Fisher, toutes sortes de gens qui ont gagné plein de championnats de club un peu partout.
Mais c'était un différent époque. Hein? Ben oui. Les papas, ils restaient... ils arrivaient au club de golf le samedi, dimanche à 7 h le matin. Ça sortait tard le soir. Ouais, fait que... Ça joue aux cartes dans une salle isolée avec une petite taverne pas loin. Ça a changé maintenant. On arrive, on joue au golf, puis on retourne prendre soin des enfants le plus vite possible. Exact. Donc, le golf est arrivé tôt dans ta vie, puis tu as fait mention que tu as vécu un bon moment de ta vie en République dominicaine. Et ça, c'est un aspect de toi que j'ignorais. Ça s'est passé comment et pourquoi tu as vécu en République dominicaine? Mais en 1980, mes parents ont décidé de déménager à Santo Domingo. Ouais. Fait que moi et mes 2 frères, on a évidemment suivi. Et mon père a vécu là pendant 20 ans. Mes parents se sont séparés quand nous étions à Santo Domingo. Fait que ma mère, on est revenu au Québec, à Saint-Lambert, avec mes frères. Mais pendant ces... Je suis allé à l'école Carol Morgan à Santo Domingo, puis... eu la chance de jouer, évidemment, être membre au Santo Domingo Country Club. Puis, qui a un des beaux parcours au pays, semble-t-il. C'est un excellent parcours. Puis c'est un vrai country club, là, comme traditional country club dans le temps, où est-ce que les gens allaient pour la piscine, pour les activités pour les enfants, pour tout ce qui était social alentour de ça. Beaucoup d'expatriés ou de gens de l'étranger là, qui étaient membres au club. Puis par la porte... ou par la bande de côté, quand tu étais membre à Santo Domingo Country Club, mais tu devenais membre à Casa de Campo. Fait que mon père a vécu là pendant 20 ans. Puis malgré, quand moi je suis revenu au Québec, on passait au moins 3 mois par année quand même en République dominicaine, tout l'été, pratiquement tout l'été. Noël, les vacances, etc. Fait que... Ton espagnol, est-tu meilleur que ton français? Ou... Voilà, parce que ton français est très, très bon. Non, mais je te pose la question. Pas hablar en espagnol. Non, j'ai appris l'espagnol avant le français. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai jamais perdu mon petit accent. Fait que ça portait fruit. Ça m'a aidé beaucoup l'espagnol. Par la suite, j'ai appris l'italien que j'ai perdu un peu maintenant. Ouais. Mais mon espagnol est pas pire. Et encore ça coche. Tu débarques à Santo Domingo ou à Casa de Campo, tu vas te faire entendre et comprendre par les locaux facilement. J'ai encore le petit accent dominicain. Là, fait qu'ils vont savoir là, que ça vient... Alors, tu débarques à Madrid, ils vont reconnaître que t'es pas de l'Espagne. Non, j'ai de la misère à comprendre, que ça soit en Catalogne ou à Barcelone ou Madrid. Là, que c'est tellement différent. J'essaie d'écouter des films des fois, puis... j'ai besoin des sous-titres. C'est des différents accents. C'est correct. C'est intéressant ton parcours parce que tu as été plongé dans le golf assez jeune, puis tu as mentionné que vite, l'organisation de petits tournois, ça faisait partie d'un peu de ton ADN. À quel moment, David, tu as su que tu allais jumeler ta passion pour le golf et le jumeler avec les affaires? Parce que tu étais impliqué plus tard dans ta vie avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Tu étais, on peut le dire, une tête d'affiche là, dans ce qui est développement, marketing et tout ça, les affaires. À quel moment, précisément, tu as su que, OK, David, t'aimes le golf, t'aimes les affaires, t'aimes l'organisation, on fonce vers ça? Je pense que c'est quand j'étais au cégep à John Abbott College où j'étais beaucoup impliqué dans l'association des sports. Je jouais au football, je jouais au golf, je jouais au volleyball à l'école, mais j'étais très impliqué non seulement dans les intramurals, mais avec tout ce qui était dans la gestion en arrière ou l'organisation, ou même comptabilisation des résultats. Mais par la suite, j'étais allé à York University en administration sportive. Ouais. J'avais déjà parti un club de beach volleyball à Southwest One à Pointe-Claire. C'était 4 terrains de tennis sur terre battue que personne jouait. Okay. Fait qu'on a mis 60 tonnes de sable dessus, puis on s'est parti une ligue de beach volleyball. Puis la deuxième année, je pense que j'ai dit, mais il faut que j'organise quelque chose de plus gros. Fait que c'était le Canadian King and Queen of the Beach Championship. Okay. Fait que j'avais été bénévole aux Olympiques. Première fois que beach volleyball a fait son entrée sur la scène internationale à Atlanta. Okay. Fait que jumelé mes études avec déjà ma passion. J'avais commencé à travailler en 96-97 pour le Labatt Blue Pro Beach Volleyball Tour. Puis le FIVB s'en venait à Toronto, à Ashbridges Bay. Puis je faisais partie j'étais jeune, mais je le savais déjà. J'avais la passion pour le golf, mais dans ce temps-là, il y avait du volleyball de plage. Et puis, je me suis rendu jusqu'à quasiment quelques mois avant l'événement, puis j'ai eu une autre opportunité. J'ai dit, je suis jeune, puis je suis parti en Europe, mais j'ai toujours suivi qu'est-ce qui se passait au golf au Québec. OK. Toujours.
que ça soit dans le temps, les frères Talbot, tous les joueurs, là, j'y suivais, puis c'était comme mes idoles quand j'étais jeune. Jean-Louis, Rémy et compagnie. Là, oui, puis on a fait quasiment... Eux, finalement, ils ont joué dans mes tournois plusieurs années plus tard, mais moi, j'étais un des jeunes petit peu qui allait au Spring Open ou qui allait à l'Omnium du Québec, où je me souviens, j'étais caddy pour un gars, Peter Morgan, je sais pas comment je me souviens de son nom, là, qui jouait, il vient de Massachusetts. Fait que j'aimais ça, l'ambiance, ou même quand je participais dans les tournois de Golf Québec, dans ce temps-là, de voir comment ça fonctionnait derrière les scènes, puis quand j'écoutais un sport, je regardais tout ce qui se passe alentour. Tu étais très observateur. Oui. Puis j'ai vu qu'en 2003, quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour, puis on a eu une relation rock and roll pendant des années, mais Jean Trudeau. Ah oui, qui est l'ancien patron de la PGA du Québec. Oui, ancien patron de la PGA du Québec. Puis je peux bien le comprendre, là, qu'il y avait un jeune qui s'en venait sur la scène. Puis mes objectifs étaient tout le temps de pouvoir donner des opportunités aux Québécois de jouer contre des joueurs d'à travers le monde, de compétitionner au plus haut niveau. Oui, parce que la PGA du Québec de Jean Trudeau était très un cercle fermé. C'était de la belle compétition à l'interne avec des joueurs d'ici, mais ta vision était différente, si je comprends bien. Là. Ma vision était différente parce que quand j'ai vu qu'il n'allait pas faire un tournoi en 2004, c'est là où j'ai vu qu'il y avait une opportunité dans le marché. Fait que j'ai contacté Canadian Tour, Ian Mansfield, dans ce temps-là. Ouais. Et j'ai dit, mais moi, je suis l'homme que tu as besoin pour mettre cet événement-là. Un Canadian Tour ou PGA Tour Canada maintenant, sans un événement au Québec, ne fait pas de sens. Ben non, c'est ça. Et je me souviens, je l'ai convaincu de m'engager pour cette année-là, de bâtir l'événement. J'ai encore les 2 chèques ou des copies des chèques, 2 chèques de 5 000 $ que j'ai fait cette année-là en 2004. Oh boy! Mais ce qui était... puis on avait organisé le premier événement. Et par la suite, ce que j'avais négocié, c'était pour avoir les droits exclusifs au Québec de pouvoir bâtir ces événements-là. Ouais. Mais pour répondre à la question en termes de... Moi, je pensais toujours à la valeur. Il y a Mike Weir qui a gagné un Masters. Maintenant, il y a 7 ou 8 Canadiens qui sont sur le PGA Tour. Exact. C'est incroyable. Mais si on recule 20 ans, la valeur d'avoir un joueur québécois sur le PGA Tour... allait avoir un incroyable... Quand ça va arriver, va avoir encore un impact, que ce soit pour des podcasts, dans les médias, pour les commanditaires, pour les jeunes qui s'initient au golf, pour les codes d'écoute à RDS ou à peu importe le diffuseur. En fait, un peu comme c'est arrivé au tennis. S'il y a des joueurs québécois au plus haut niveau du tennis professionnel, autant chez les femmes que chez les hommes, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas au golf. Éventuellement, puis que ça soit pas déjà arrivé. Moi, en tout cas, c'est... Là, on s'en va sur d'autres choses, tu comprends? Ouais. Mais tu comprends que dans ta perspective d'homme d'affaires, mais avec un œil avisé par rapport au golf, comment se fait-il qu'on n'en a pas un encore? On a Adam Hadwin, on a Mackenzie Hughes, on a Nick Taylor, on en a Corey Connors, en vue de ça en v'là, Taylor Pendrith. Comment ça fait qu'on n'a pas encore un gars là? Puis encore avec tout respect, les joueurs qu'on a nommés tantôt qui ont évolué sur le circuit AGP, ils ont fait de l'argent. Je me souviens des grandes conférences de presse. Il y avait 1 million de dollars en bourse. Mais l'analogie que je faisais dans ma tête dans ce temps-là, c'était comme si un joueur du Québec qui jouait sur ce circuit-là voulait percer sur le PGA Tour, il ne pouvait pas rester ici, jouer des tournois de 2 rondes ou 3 rondes parfois. Ouais. Moi, l'analogie, c'est comme si tu voulais te rendre dans la Ligue nationale de hockey, mais tu jouais juste 2 périodes sur 3 sans mise en échec. Ouais. Puis bang, demain, tu veux aller jouer dans la Ligue nationale de hockey. Pareil. C'est pas pareil. Je pense qu'il y avait aussi le côté de la langue. Une barrière pour certains? Barrière pour plusieurs. Ce l'est moins maintenant parce qu'on voit comment il y a des jeunes qui vont à l'université aux États-Unis. Ouais. Mais pour s'y rendre, je sais pas, 90 % des joueurs sur le PGA Tour ont passé par les universités NCAA. Puis c'est pas juste... la barrière de la langue, il y a des Japonais, il y a des Suédois. Ah non, c'est mondial. Il y a des joueurs de partout là, qui viennent jouer dans la NCAA. Fait que, je me souviens, on a eu quelques joueurs qui sont allés. Il y en a qui sont restés, il y en a qui ne sont pas restés. Mais pour développer ses capacités puis être un joueur de plus haut niveau, il faut jouer contre les meilleurs. La compétition
de haut niveau. Fait que ça, c'était tout le temps. Quel est le plus haut niveau de jeu qu'on peut attirer au Québec dont le marché économique va nous permettre de produire un événement? Ouais. C'était tout dans tes préoccupations. Tout le parce temps. que, tu sais, c'était number one. Tu vas attirer du talent, mais en même temps, il y a tout le temps le côté économique qui est le nerf de la guerre, essentiellement. Là. C'est ça. Là, on s'approche d'un sujet, évidemment, que je veux absolument aborder parce que tu as touché au volleyball dans l'organisation. La passion pour le golf est là. Est arrivée donc en 2004 cette opportunité qui s'est présentée d'amener un événement du circuit canadien, PGA Tour Americas aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait rapidement, rondement, parce que l'Omnium de Montréal, qui s'appelait à l'époque, a quand même été présent de 2004 à 2009 inclusivement. Donc, il a fallu que ça commence quelque part, aussi petit soit-il, mais ça a commencé quelque part. Là. Ça a commencé quelque part. Je me souviens, première année, on a eu 52 000 en revenus. Puis, quand on va à 2015, on parle de 6, 7, 8 millions de dollars de budget d'opération. Ouais. Mais j'ai juste foncé. Puis, j'ai mentionné que je voulais... Je pense que durant les 12-13 tournois qu'on a fait au Québec, on a octroyé plus de 150 exemptions à des joueurs québécois. Ouais. Fait que c'était Ian Mansfield qui était le président ou le commissaire du PGA Tour Canada dans ce temps-là. Ouais. Comme j'ai dit, je l'ai convaincu de... I'm the guy you need. Puis il m'a donné pas mal de carte blanche pour le bâtir. Dans ce temps-là, je travaillais avec François Descaries. Il y avait Patrick Bibeau qui était là durant toutes les années. Puis il y avait une agence de publicité qui a beaucoup aidé de bâtir une belle marque. Ouais. Mais on voulait tout le temps produire les événements au plus haut standard qu'on pouvait. Et je pense qu'on a réussi à pouvoir le faire parce que très rapidement, l'événement Omnium de Montréal est devenu l'événement fort du circuit. Ben oui. Je suis encore ami 20 ans plus tard avec plusieurs des joueurs qu'on a entretenus. Sont tous amis avec ma mère, qui était tout le temps présent dans nos tournois. sont tous amis avec ma mère. C'est comme ma mom, c'était mom. Même aux joueurs du Champions Tour de 50 ans, il l'appelait mom parce qu'elle était tout le temps là, puis elle souriait tout le temps, puis elle travaillait, puis elle était une petite abeille là, qui allait partout, puis elle écoutait. Revenons à l'Omnium de Montréal. Ce qu'il y avait intéressant, David, puis je veux que tu m'en parles parce que on s'entend que le circuit canadien, même encore aujourd'hui, PGA Tour Americas, c'est des joueurs qui vont potentiellement grimper au plus grand échelon éventuellement. C'était pareil dans votre temps. De 2004 à 2009, on s'entend que les joueurs qui venaient jouer soit à l'île de Montréal, soit à Saint-Raphaël, soit aux Quatre-Domaines, c'était pas des joueurs hyper connus. Qui a eu l'idée d'amener des personnalités du monde du golf vraiment plus connues que tous vos joueurs? Et là, je parle là, de Jean Van de Velde, notamment, qui est venu faire un tour. Hank Heaney, qui était le coach de Tiger Woods dans son prime à ce moment-là. John Daly, que la planète au complet connaît. Rory Sabatini est venu. Jason Zuback, champion long-cogneur à l'époque. Qui a eu cette idée-là d'amener ces personnalités-là dans les événements du circuit canadien à l'époque, ici dans la région de Montréal? Il y a un nom que tu n'as pas mentionné, qui était le premier qui est venu, qui est un Français, Thomas Levet. C'est vrai. Puis, c'était mon idée. Good for you, good for you. Non, mais ce qui était derrière ça, c'est que les joueurs du circuit canadien ne sont pas connus. Ouais. Tu sais, il y a Neil Shipley qui a joué, je pense, hier, là, qui venait d'être le meilleur amateur au Masters puis au US Open. Ouais. Fait que là, il y a eu un peu de flafla alentour, mais moi, je ne peux pas te nommer 10 joueurs. Tu sais, Joey Savoie, je peux le nommer, mais les autres, je ne peux pas les nommer. Et si on voulait aller chercher des commanditaires et des montants importants, tu sais, le hospitality, de jouer avec des joueurs... Les pro-am. Des pro-am ou des cliniques de golf ou aller souper ou aller au casino. Ça nous prenait des vedettes. Puis, au début, ce que je me disais, c'est que cette vedette-là doit être capable de communiquer en français, de connecter avec les gens qui sont ici. Ouais. Thomas Levet venait de finir deuxième au British Open, ou à The Open Championship. Ben oui. Excuse-moi. Fait que je l'ai contacté via son agent. Puis je pense que ça a coûté 10 000 pour amener Thomas Levet. Mais ça nous a donné, dès le début, une visibilité qu'on n'aurait jamais eue pour notre genre de tournoi. Ça crée un buzz. Ça crée un buzz. Tu as quelqu'un qui parle français. Puis pour moi, ça a tout le temps été important. Les années d'après, mais d'avoir Jean Van de Velde, là, on tombait dans un autre niveau, là.
Puis je me souviens, oui, il jouait dans les Pro-Am au tournoi, il jouait dans le championnat. Exact. Mais on l'amenait à Kanawaki, à Laval-sur-le-Lac, ou avec des groupes privés ou des gens d'affaires qui mettaient de l'argent dans le tournoi, mais ils voulaient quelque chose, tu sais, il voulait passer de vraiment avec lui, unique. Ouais. Puis Van de Velde, qui est tellement un gentleman, qui était là devant tous les caméras, puis il y avait quand même un intérêt de sa venue. John Daly, c'est autre chose. Je me souviens, j'ai des photos de ça avec le nombre de caméras qui étaient là juste pour voir John Daly. J'ai une bonne histoire, là, mais quelques histoires de John Daly que je peux compter. Moi, je suis tout oui. Mais John Daly... Fait que l'idée au début, c'était d'amener des gens... comme si on offre à des commanditaires, si on demandait dans ce temps-là, c'était pas rendu PGA Tour ou Champions Tour, fait que c'était inférieur, mais si on demandait 200, 300, 400 000 en commandite, il faut leur donner une ça prend de la viande valeur. autour de l'os. Ben oui. On avait un excellent plan média quand même. Puis on est vraiment avant l'âge de Facebook, Twitter. Ben oui. Ça a été découvert avant, mais personne n'utilisait ça. Même jusqu'à, je sais pas, 2010, là, peut-être que c'est devenu plus important. Mais on devait avoir des vedettes. Et quand moi, j'ai eu l'opportunité de dire à Desjardins ou à Lexus ou à Jean Coutu, au Casino de Montréal, mais est-ce que vos clients, vos cadres, vos VIP, ça leur tenterait-tu d'avoir une leçon de Hank Haney, le coach de Tiger Woods? Puis c'était pas juste des leçons. On faisait des... Puis t'en fais avec... quand toi t'enseignes, mais des playing lessons, puis de passer du temps, puis de rentrer un peu dans la tête ou dans le monde de Tiger Woods. Fait que ça avait été un super succès avec Hank Haney qui est venu, je sais pas si c'était 2 ou 3 fois. Au Saint-Raphaël, écoute, ça a été... Moi, je me souviens, en fait, j'étais votre maître de cérémonie à cette époque-là. Tous les années, je pense. Ben oui, je n'ai pas manqué beaucoup. Non, et au premier départ. Et à la fin, à la conclusion des tournois. Ouais. Mais je serais curieux de savoir, on a fait la nomenclature de ces gars-là. Est-ce qu'il était difficile à convaincre? Hey, les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Ben avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf Le Monde. Dès le départ du projet Golf Le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici, question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf Le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf Le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Ouais. Mais je serais curieux de savoir, on a fait la nomenclature de ces gars-là. Est-ce qu'il était difficile à convaincre? Ben, money talks, tu sais, c'était... je me souviens, les agents de... Tu sais, l'agent de John Daly était un tough, hein? Puis moi, j'étais un jeune... un jeune coq, là. Ouais, un jeune coq qui était tough, mais grâce à lui, il y avait peu d'agents que je travaillais avec, mais il représentait beaucoup Bud Martin, qui représentait John Daly, Jason Day, Ian Baker Finch, Rory Sabatini, Ches Reavie. Ches Reavie, qui a joué dans le tournoi en 2005, avait fini 3e, puis quelques années plus tard, il a gagné l'Omnium du Canada. Exact. Alors, avec Daly puis Van de Velde, c'était les plus difficiles. Tous les autres joueurs, tu sais, Sabatini, J.B. Holmes, ces gars-là étaient dans le top 10 au monde. Ils étaient au top 10 dans le monde. Fait que le prix variait selon le nombre de majeurs que les joueurs avaient gagné, nombre de victoires. Un Ian Baker Finch, ça coûtait un peu moins cher, mais on le voit, même maintenant, on le voit à la télévision tout le temps. En fait, il est plus célèbre maintenant qu'il ne l'a jamais été. Tu sais, quand il a gagné l'Omnium,
je veux dire, oui, il est devenu célèbre, mais il a fait tellement de télé par après que c'est là qui fait que qui monétise sa présence. Ouais. Fait qu'avec les joueurs, c'était un filet de base pour venir dans Ouais. les 6 chiffres. Quand Quand on même. parle de Daly puis de Van de Velde. Demande spéciale? Jet privé. Je me souviens, on avait été chercher, je pense que John avait joué à l'Omnium allemand, quelque chose de même. BMW Championship, je pense, c'est dans ce temps-là. Il jouait là-bas. Fait qu'on on a envoyé un jet, mais avec quelques hommes d'affaires du Québec qui sont allés là-bas et sont revenus dans le jet avec John Daly. Fait je pense qu'il y a un beau petit party dans le jet parce que quand ils sont arrivés... disons, il y avait besoin plus que quelques Coke Diet le matin. Ouais, ça, c'était le jus d'orange à John Daly, le Coke Diet. Hein, Coke Diet, oui. Mais il devait y avoir d'autres choses dans l'avion, j'imagine. Oui. Là, mais, aïe. Mais donc, puis pour revenir à ces années-là, donc, des coûts importants, des demandes spéciales. Et vous avez eu, puis tu en parlais tantôt, l'importance pour toi de développer, de donner une chance aux produits, aux talents d'ici. Mm-hmm. Je me souviens d'une année où vous avez décidé de faire jouer des jeunes talents de l'époque avec John Daly dans une espèce de skins game pro-am. Ouais. C'était vraiment, je trouve, tout à fait cohérent de donner cette chance-là. Si tu me rappelais un peu le contexte de l'époque, parce que je me souviens, je pense qu'il y avait Kevin Fortin-Simard, Billy Hull, ça se peut-tu? Avec Craig Matthews. Craig Matthews, wow! On avait fait des cartes, des genres de cartes d'hockey là, pour chaque joueur, puis il faisait tellement chaud cette journée-là, mais ça tout le temps, puis même ça a continué avec le Champions Tour, c'était, puis même avec les gens qui travaillaient, c'était pas les golfeurs, mais dans l'organisation, c'est comment est-ce que je peux faire vivre une expérience tripante, tripant à ma famille, à mes amis, aux jeunes, à la relève, aux gens d'affaires. Des choses que pas tout le monde pourrait vivre. Fait que, on avait organisé un skins game cette fois-là, mais on a tout le temps organisé des cliniques pour les juniors. Puis les pros, ils ont tout le temps la volonté de vouloir aider ou contribuer. Je me souviens avec Hugo Bernard à Vallée-du-Richelieu, je me suis assuré qu'il était membre là avant qu'il devienne pro. Puis je me suis assuré qu'il y avait plusieurs heures à passer avec juste d'être seul, de passer des moments exclusifs, d'avoir des... C'était moins le golf, mais juste de voir comment un pro au plus haut niveau se prépare. C'est parmi les meilleurs moments, je me souviens, à Fontainebleau, d'avoir des centaines de kids sur le terrain d'exercice. Puis UP était là. On avait tous les anciens Canadiens. Il y avait les caddies qui portaient les dossards, les gilets des Canadiens avec leur nom, au lieu de porter des dossards de caddie dans les rondes préliminaires. Fait que j'ai toujours pensé que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout dépendant de quel niveau, il faut divertir les gens. Il fallait organiser des événements, il fallait créer un momentum. Il fallait que ça bouillonne. Là. Absolument. Puis aussi pour les médias, si c'était Monsieur XYZ là, qui jouait dans le tournoi, mais d'avoir John Daly ou Jean Van de Velde, les gens se déplaçaient. Il y avait un intérêt, il était suivi. Le retour sur l'investissement, je pense qu'il a porté fruit quelques années plus tard, mais on a combiné avec notre équipe qui était phénoménale, avec Guillaume Belland, avec Éric Thibodeau, André-Anne Quentin dans ce temps-là, où éventuellement l'équipe s'est agrandie. Puis tout du monde qui sont tellement fiers de Montréal, fiers du Québec, puis ils voulaient organiser des excellents tournois dans le capacité budgétaire qu'on avait que vous aviez à cette époque-là. Donc, l'Omnium de Montréal du circuit canadien à l'époque a été l'embryon à ce qui s'est présenté quelques années plus tard, parce que, bon, de 2000 jusqu'à 2009, c'était l'Omnium de Montréal, et après ça, de 2010 à 2014, est arrivé le championnat de Montréal. Et là, on tombait, on peut le dire, dans les ligues majeures, parce que là, c'était plus le circuit canadien, c'était littéralement une porte d'entrée avec le PGA Tour. C'est le Champions Tour qui débarquait à Montréal. Encore une fois, tu étais derrière la présentation de ces événements-là. Ça s'est présenté comment, le Champions Tour, dans ta vie? Ça-tu été une suite logique? Si tu es arrivé par accident? Ça s'est bâti, ça s'est construit? Comment c'est arrivé exactement, le Champions Tour? C'est en 2008 ou 2009. Je pense en 2008, Mike Stevens, qui était à la tête du
Nike Tour dans ce temps-là. Je ne sais pas si c'était Hogan Tour ou lequel, là, mais l'antichambre c'est ce qui est le Korn Ferry aujourd'hui. Korn Ferry Tour aujourd'hui. Il était venu à Montréal. Et puis, il a vu notre événement, qui était probablement un standard plus haut que le Korn Ferry Tour déjà, en termes d'organisation, en termes de loge, en termes de... on organisait 14 Pro-Am dans une semaine sur 3-4 différents terrains. Fait qu'il essaie de nous convaincre de changer d'aller un coche plus haut, Korn Ferry Tour. Ouais. Et puis, avec mes associés, Guillaume, François Plamondon, Stéphane Quintal et Patrick Bibeau, on a décidé que ça n'allait pas faire un changement assez important. Fait que ça a pris 18 mois. Fait que c'était déjà avant le tournoi 2009 qu'on avait commencé à travailler là-dessus. Il fallait convaincre Desjardins de devenir le partenaire présentateur de l'événement. Ouais. Il fallait convaincre le gouvernement fédéral et provincial. Puis on était octroyé, je pense que c'était près de 3 millions en subventions. Quand même. De Développement économique Canada, Tourisme au Québec, ou 5 différents... paliers, là. Mais les 2 paliers, fédéral et provincial. Municipal a contribué surtout avec policiers, infrastructures, différentes ça fait partie de l'équation, là. Fait que je me souviens, ça a pris 18 mois avant qu'on l'ait annoncé un 2 ou un 4 février 2010. Et on a fait la conférence de presse. Je me demande si tu n'étais pas le maître de cérémonie. Ça se peut. Je ne suis pas surpris. Fait que, on a fait le lancement de l'événement. C'était au centre-ville de Montréal. Je pense que c'était c'est à Reine-Élisabeth. Exactement. Puis il y avait Bernard Langer qui est venu et Peter Jacobson qui sont venus. Puis je me souviens, j'avais... eux autres aussi, ils ont pris un jet privé de la Floride pour venir à Montréal. Et ils atterrissaient genre à 10h30, 10h20. Puis la conférence de presse était à 11h. Fait que j'ai appelé le SPVM, la police, puis j'ai dit, tu sais, un fresh guy qui connaît rien, j'ai dit, qu'est-ce que ça prend pour avoir une escorte policière de l'aéroport privé, tu sais, pour les amener? Ils ont dit, c'est pour qui? Puis j'ai fait mon vendeur. Puis ils ont dit, pas de problème, on s'en occupe. Puis je parlais avec un golfeur, un policier, il dit, on s'en occupe. Fait qu'il y a un protocole à la ville avec le SPVM que s'il y a une raison assez importante d'avoir une escorte policière, ça a coûté 115 $. Fait que c'est pas l'argent. C'est moins cher qu'une ride de taxi. Fait que là, il fallait faire une bonne impression. On avait une salle pleine. Mais là, tu as Bernard Langer, le meilleur joueur de tous les temps sur le PGA Champions. Ouais. Qui, d'après moi, n'a jamais eu une autre escorte policière dans sa vie. Fait qu'il arrive, il atterrit, il se dit « What is this? » tu sais? Ça doit être quelque chose. Fait qu'on a lancé l'événement au mois de février. Et puis, on a développé un partenariat. On regardait plusieurs terrains. Ouais. Mais avec Club Link, au club de golf Fontainebleau, excellente organisation. C'était un environnement parfait pour ça. C'était super. Avec... les 3 derniers trous, on appelait ça le tour du chapeau, puis ils ont intégré ça dans la télédiffusion. Les grandes différences entre PGA Tour Canada et PGA Tour Champions, c'est la télédiffusion. Ouais. C'est une production, tu as travaillé dessus. Une production d'environ 2 millions de $. Ils ont amené une centaine d'employés, tous les camions, c'est impressionnant. Mais tu sais, Golf Channel se déplace, là. Je veux dire, les Américains débarquent, alors si eux sont là... on n'a pas le choix de les suivre. Oui. Fait que c'était un moment intense, mais tellement excitant maintenant, il y a 15 ans, Fred Couples, qui était un de mes idoles de jeunesse, Tom Lehman, Corey Perry, qui vient de marquer Corey Pavin. Oui. Excuse, je suis encore dans les séries. Corey Pavin, Kenny Perry, toutes sortes de joueurs que moi, j'admirais. Et il fallait que je me pince, me dire, je reçois des appels d'eux autres, ou j'ai maintenant leur numéro de téléphone. Et quand les années se sont suivies, là, je commençais à connaître leurs épouses ou leurs enfants, leurs petits-enfants. Incroyable. Fait que c'était une bizarre de circonstances, comment c'est arrivé, mais c'était la première fois qu'il y avait une franchise officielle, récurrente au Québec. Parce que vous avez quand même une belle liste de champions qui ont marqué les années du Champions Tour. Je veux dire, tu as un gagnant du Masters avec Larry Mize qui a gagné au Fontainebleau. Tu as Calcavecchia qui a gagné The Open en 89, qui a gagné à la Vallée du Richelieu. Je me rappelle encore d'être chip-in au 14 sur le Verchères. C'était incroyable. Au 14 ou 15, je me souviens pas trop. Puis, tu sais, ça s'est poursuivi également à la Tempête à Québec, qui est un parcours beaucoup plus récent.
Jusqu'à quel point tu as eu à faire du démarchage en amont des tournois pour convaincre ces gars-là de dire « Hey, venez jouer le championnat de Montréal. Montréal, c'est une place extraordinaire. » Ça a-tu été beaucoup... As-tu eu à beaucoup voyager et à t'impliquer pour aller les rencontrer et les convaincre, faire ton pitch de vente? Tout le temps, oui, tout le temps. Parce que c'est ça, les joueurs ne vont pas jouer dans tous les tournois. Ouais. Tu n'as pas le droit de payer les joueurs nécessairement pour venir. Il y avait d'autres façons qu'on pouvait les inciter à venir. Comme? Toutes sortes. On va garder ça privé. OK. Ça peut être la chambre de commerce qui est payée ou d'autres. Non, je comprends. Mais ça, c'était la partie quand tu es directeur de tournoi que j'aimais le plus. C'était d'aller voir les autres tournois. J'y allais 1-2 fois par mois, pendant les mois avant notre événement. Ouais. C'était pour être présent. C'était pour aller parler de Montréal. Pour dire, hey, on est sur la carte, on existe, puis on a un bel événement. Puis, tu sais, t'as la moitié des joueurs qui viennent, t'as pas besoin de rien faire. Puis moi, je recevais tout le temps les confirmations à chaque jour ou chaque semaine, tout le monde qui était inscrit. Mais c'est certain que dans ce temps-là, tu voulais Fred Couples, Nick Price, Tom Lehman, Calcavecchia. Ouais. Fait que j'allais dans les autres tournois, surtout au début de la semaine, les mardis, mercredis, jeudis, pour passer du temps avec eux autres dans le vestiaire, de manger ou sur le terrain d'exercice. Aussi, je faisais du recrutement pour les cliniques qu'on avait besoin de faire ou toutes les initiatives pour les commanditaires qui étaient inscrits en amont. Ouais. Fait que je me souviens la première fois que j'étais allé à un tournoi en Floride. Première fois, OK? Puis là, moi, j'ai le golf dans mon ADN, tu sais. Fait que j'ai reçu ma passe, PGA Tour. Tellement heureux, là. J'étais comme un enfant. Et je rentre dans le salon des joueurs. Fait qu'on avait le droit, les directeurs de tournoi pouvaient aller dans le salon des joueurs. Fait que là, il y avait plein de monde. Puis, je les connaissais, mais j'étais un peu gêné. Ils ne me connaissaient pas nécessairement encore. Fait que il y avait plusieurs tables de 4, mais il y avait une table de 8, circulaire, fait que, en long. Fait que je m'assois tout seul. Et puis, là, je mange, je suis allé au buffet, puis j'arrive avec mes œufs, toast, etc. Puis, je devais avoir 6 morceaux de bacon sur mon assiette. Et puis, quelqu'un vient s'asseoir à côté de moi, c'est Gary Player. Oh my God! Et puis, il says, Young man, qu'est-ce que tu fais manger autant de bacon? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça fait à ton corps? Tu vas mourir! J'ai dit, OK, Mr. Player, je mangerai plus de bacon. Mais tu sais, lui qui est il fait la promotion de la santé. La santé, puis le fait, tu sais, une mode de vie sain, puis il fait encore les push-ups. Maintenant, il doit avoir 85. Puis plusieurs années plus tard, mais il est venu en 2009 après le President's Cup. On avait organisé un événement avec lui puis Jack Nicklaus. Mais fait que c'était... moi, j'aimais beaucoup ça, d'aller à Los Angeles ou à Iowa ou en Floride ou en Alabama ou des places où j'avais jamais été. Puis de voir, puis d'avoir le pouls de qu'est-ce qui se passe. Puis à fur et à mesure que ça avançait... C'est comme ça que tu crées des liens et ultimement des amitiés. Es-tu resté en contact, même encore aujourd'hui, avec plusieurs de ces gars-là qui sont vraiment plus âgés que toi, on s'entend, là? Mais je veux dire, es-tu resté en contact avec plusieurs d'entre eux? Il y en a plusieurs, surtout ceux qui ont gagné nos tournois. Larry Mize, on se parle à chaque année. Wow. Calcavecchia, il m'avait envoyé une photo. Il y a le Claret Jug, parce qu'il a gagné l'Omnium britannique. Fait qu'il m'a envoyé une photo, il était assis sur son divan, puis il y avait 2 trophées, juste à côté de sa télévision, de Claret Jug et Championnat de Montréal. Ah, wow, non, c'est cool. Fait que j'étais comme, t'es la seule personne au monde qui a ces 2-là, ensemble. Ouais. Fait avec lui, Chip Beck, qui était juste il est venu à la tempête en amont du tournoi faire une conférence de presse, je pense que c'était au mois de février, il neigeait, puis il y a une photo, peut-être vous allez pouvoir le montrer, mais on a fait une photo pour les médias avec une balle jaune, mais avec sa tuque dehors, il neigeait, puis il devait avoir 3 pieds de neige, puis il faisait semblant de jouer un coup dans le fosse de sable. Ben oui. Mais il y en a plusieurs, que Fulton Allen, qui
Il a gagné, je pense, 3 fois sur le PGA Tour, Ouais. il est devenu un de mes très, très, très bons amis, un ami proche. Lui, je le connaissais un peu les joueurs avaient été joués à Punta Espada l'année Ouais. d'avant, puis Ouais. j'avais un ami, Glenn Glenn. Powell, qui était là, puis il a développé une relation avec Fulton et sa conjointe, et ça a comme cassé la glace, puis on se texte encore Merveilleux. souvent là. Ouais. Ouais, Fulton Allen, je me souviens, une position très arrondie physiquement, avec un dos très, très, Ouais. très retourné. C'est un Sud-Africain avec un accent fort. Puis... Ouais. Un peu plus que Gary Player, d'ailleurs. Skitty! Restons avec Ouais. le championnat de Montréal. Les choses vont bien. 2 premières années à Fontainebleau. Arrive l'année 2012. Et là, vous avez des attentes, évidemment. Vous voulez continuer à progresser, à faire en sorte que le field, que le peloton soit aussi relevé. Raconte-moi qu'est-ce qui est arrivé. Parce que vous aviez assurément presque l'assurance que Fred Couples, qui était une tête d'affiche du circuit, devait être là. Puis là, on était rendu à la vallée du Richelieu. Qu'est-ce qui est arrivé en 2012 pour que ça fasse... Vous avez eu chaud, là. J'ai eu plus que chaud, là. Tu sais, je me faisais traiter pour le stress puis pour mon dos bloqué avec le physio des Canadiens au Complexe Bell. Les joueurs doivent s'inscrire pour être officiels. Tu sais, quand on annonce qu'un joueur va jouer, il faut qu'il s'est inscrit dans le tournoi, officiellement. On ne peut pas juste dire que Fred Couples va être là. Puis dans notre plan marketing et de communication, mais quasiment chaque semaine, on annonçait des joueurs. Puis on avait... fait que là, il y avait Fred Couples, il y avait Nick Price, il y avait Kenny Perry, il y avait Tom Lehman. C'est toutes les têtes d'affiche du circuit, puis tous des champions majeurs, des joueurs dans la temple de la renommée du golf qui étaient déjà inscrits. Fait qu'on a bâti toutes nos campagnes publicitaires alentour de ça. Les billboards sur l'autoroute, tout ce qui était sur le web, à la télévision, à la radio. Et puis, le vendredi avant la semaine du tournoi, à 17h, c'est la date limite pour s'inscrire. Et en même temps, les 4 ou 5 têtes d'affiche se sont toutes désistées du tournoi. Hey, tu fais quoi? On essaie d'être comme C'est parce que c'est un plus... canard, là, de rester calme, mais je me souviens, c'était le stress le plus important que j'ai vécu. Puis, tu sais, je voulais jamais décevoir des gens ou des gens qui avaient, tu sais, on avait déjà des dizaines de milliers de billets qui étaient vendus. Loges corporatives, tout ça, là. Les loges. Fred Couples avait joué je me souviens pas si c'était 2010 ou 2011, mais il a joué un des années au Fontainebleau. Puis c'est sûr que les gens voulaient le suivre. C'était le Tiger Woods du Champions Tour. Exact. Tu sais, puis il jouait bien, puis tout le monde, autant les hommes que les femmes, même, tu sais, Fred Couples, bon joueur. Fait que ce sont toutes désistés. Fait qu'on est allé en situation de crise, à voir comment est-ce qu'on pouvait faire le spin. Parce que là, c'est plan A, plan B, plan C. Il faut que tu te revives de bord. Oui, il fallait se virer de bord. Fait que j'ai passé un 48 heures assez intense, là, je pense qu'il m'affecte jusqu'à ce jour-ci. Mais, fait que là, je me souviens, puis j'étais allé chez moi ce soir-là, puis j'étais allé un joueur après l'autre, combien de victoires, combien de majeurs. Fait que, OK, dans ma tête, je me suis dit, quand je vais parler aux médias, il y a quand même plus de 300 victoires qui vont être dans le peloton avec 18 champions majeurs. Mais ça, c'était un. Et de deux, on pouvait toujours... je donnais l'opportunité à l'AGP du Québec à 2 joueurs québécois de participer au tournoi. Exemption. Exemption à chaque année. Fait que ce qu'on a décidé de faire, j'avais 4 ouvertures. Moi, j'ai dit... Puis ça donne que le dimanche du tournoi tombait le 24 juin, la Saint-Jean. Ah oui. Fait La que conclusion du tournoi. La conclusion, fait que la dernière journée, fait que j'ai dit, mais pour faire le spin, on va permettre à 6 Québécois de jouer dans le tournoi. C'est bon, ça. Fait que je pense que ça doit être la seule fois dans l'histoire là, qu'il y a 6 joueurs du PGA, 6 joueurs québécois qui ont joué sur le Champions Tour. Sur Champions Tour ou PGA Tour. Ben oui, c'est certain que c'est jamais arrivé. Fait que là, je me sentais un peu mieux de leur donner cette... tu sais, je me souviens plus qui l'a eu. Là. Il y a eu Dan Talbot, il y a eu Jean-Louis, Rémi Bouchard, Claude Tremblay. Je me souviens cette année-là, je pense qu'il y a eu une exemption. Ou différents joueurs, mais pour moi, je me disais... Puis Claude Tremblay avait fait un trou d'un coup. Mais dans le tournoi... Oui. Un long par 3. Puis il a peut-être fini dernier, mais il n'y a pas grand monde qui peut dire j'ai joué sur le Champions Tour, puis j'ai fait un trou d'un coup. Fait qu'on a admis 6 Québécois. Et
comme fier Québécois, je me suis dit, mais on le voit souvent à travers le monde, le fanion au 18e trou, puis tu en as plusieurs ici. Ouais. Souvent, ça va être le drapeau des États-Unis. L'Omnium canadien, ça va être le drapeau du Canada. Fait que moi, je me suis dit, c'est le 24 juin, j'ai commandé un drapeau du Québec, puis on va mettre ça au 18e. Ah ouais. Je me souviens, j'avais été c'était à TVA Sport le lundi de la semaine du tournoi, puis je m'attendais à beaucoup de critiques, mais je voulais avoir des réponses. Puis c'était Jean-Charles Lajoie qui était l'animateur à ce temps-là. Puis, tu sais, un fier Québécois, mais anglophone, tu sais, qui arrive devant un Québec like, fait que là, j'ai dit, mais c'est la première fois qu'il va y avoir 6 joueurs du Québec qui vont jouer dans le tournoi. Ouais. Puis Jean-Claude, en plus, Jean-Charles, en plus, on va avoir le fanion du Québec au 18e. Ouais. Il dit, David, tu m'as... Ah ouais, non, mais vous êtes reviré de bord de belle façon. Parce que ça a été un beau succès. Puis, écoute, je veux dire, une opportunité comme ça pour les gars d'ici d'évoluer près des meilleurs sur le Champions Tour, c'est une occasion rêvée. Là. Absolument. Ouais. Je veux qu'on aborde un aspect que moi, je voyais de l'extérieur. Puis, je me dis, c'est-tu ton background de mannequin qui faisait ça? Mais à chacun de vos événements, il y avait toujours de belles hôtesses. Les gars étaient accueillis, là. C'était probablement les plus belles filles de Montréal étaient à vos événements. Ça faisait-tu partie de votre plan de séduction? C'était, sincèrement, c'était au pied carré, là, c'était fabuleux. J'ajouterais le mot classique quand même. Là. Oui. C'était c'était une autre époque. Là. Ça se fait plus un peu, mais comme au Formule 1, c'est les grid kids maintenant. C'est plus pareil. Mais mon ex-conjointe et ma meilleure, Mélanie, là, qui était mannequin, fait que c'était beaucoup de ses amis. Ouais. Et on s'assurait d'acheter des robes classe. C'était pas trash, là, mais non, c'était clean. 0-0. Puis je pense que ça faisait partie, veut pas, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires qui étaient au tournoi. De se faire bien accueillir le matin, de voir une jolie demoiselle dans une belle robe qui t'accueille au backdrop ou qui va prendre ton sac, le mettre sur le cart, ou qui sont les hôtesses dans les différentes loges. Je pense que ça faisait aussi... c'était un peu de charme pour les joueurs. Puis, tu sais, les joueurs pourraient être leur père. Là. Like, dans ce temps-là, ils pouvaient être leur père. Mais ça créait un vibe, ça créait une atmosphère assez le fun. Puis, tu sais, il y avait les petites pancartes qui disaient « Silence, ça swing ». Oui. J'ai une bonne histoire de ça une fois, là, puis au 2013, je sais pas si tu le sais, cette histoire-là, mais 2013, Vallée du Richelieu. Fait que les loges, la plateforme des loges est environ 10 pieds d'eau. Oui. Première ronde, Jerry Pate, qui a fini par être co-meneur, je pense, cette année-là, après la première ronde. En 2 coups, par 4, il est entre les loges et le verre. Puis il y avait juste une petite place. Petite ouverture, là. Fait que là, tu avais la hôtesse qui était en haut avec sa pancarte. Silence. Silence, s'il vous plaît. Puis là, j'y vois. Moi, ça donnait que j'étais à côté, puis j'y vois parler avec elle. Fait que Jerry, ensuite, il fait son coup d'approche. Il cale. Ah oui. Fait que birdie. OK, chip in. OK? Fait que là, les 2 autres joueurs qui jouaient avec lui sont tous venus à côté du trou, puis ils se donnaient un petit câlin là, entre les 3, puis ça riait. Fait qu'après qu'il est allé signer sa carte, j'étais allé le voir, j'ai dit, je sais que tu as fait un chip-in, puis t'es co-meneur, mais c'était quoi cette petite affaire-là avec les autres joueurs? Il dit, I was just telling him that she wasn't wearing any underwear. Oh my God! Oh, wow! Parce que lui, il regardait. En fait, il était inspiré. Yeah, il était inspiré, c'est clair. Une des meilleures. Puis il me dit ça, puis il devait avoir 60 ans déjà, Jerry Pate, dans ce temps-là, mais je suis parti à rire, là. Je pense que j'ai juste compté ça à mes amis, mais j'ai dit, c'est juste drôle. On adore ça. Fait que oui, il y avait des... mais c'était tout le temps classe, puis sharp, puis clean, puis pas trash du tout, puis... mais tu t'en souviens? Ben non, mais je m'en souviens certain. Je veux dire, c'était... Ben en fait, il fallait que je te pose la question parce que je me souviens de bien des affaires, évidemment, à travers vos tournois au fil des ans, mais je trouvais que ça faisait partie de votre trademark. Je veux dire, c'est vrai que c'était classe, mais je veux dire, je pense que tu parlerais à tous les golfeurs de l'époque qui sont passés là.
On était vraiment bien Ouais. accueillis. Là. Tu sais, Ouais. c'était- Très ouais. bien accueillis. Puis je pense qu'il y a du monde dans ces groupes-là qui sont encore amis aussi, là, Sûrement. des joueurs puis des hôtesses qui étaient Ouais. là, puis des gens de l'organisation. Anyway, oui. Es-tu nostalgique de cette époque-là? Parce que Ah! t'en parles comme si c'était hier, puis ça fait pas longtemps, Ouais. mais es-tu un peu nostalgique de ça? J'ai. Oui, puis non. Tu sais, j'ai même des fois aujourd'hui, tu sais, moins aujourd'hui, là, parce que ça fait un petit bout. Il fallait que je me pince, là, souvent, que tout ça se passait. Puis c'était mon objectif, là, tu sais, d'être directeur du tournoi sur le PGA Tour ou Champions Tour. Ouais. Tu sais, à 30 ans, j'étais le plus jeune directeur de tournoi en Amérique du Nord. Fait que j'étais beaucoup plus jeune que les autres dans ce temps-là. Tu sais, à 35 ans, j'avais accompli quasiment mon rêve de ma vie. Ouais. Puis on dirait que depuis, j'ai de la misère à refocuser sur, tu sais, qu'est-ce qui va battre ça. Puis, tu sais, je me rends compte maintenant, je vais avoir 50 ans cette année, que, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est mes 2 filles, Ouais. c'est mes amis, puis j'ai tellement de... Tu sais, le RPM, là, tu as parlé de ça, du Rock Power Mafia tantôt, like, c'est une gang proche. Ouais. Tous des mordus puis des passionnés de Ils golf. étaient là au début, puis sont encore là aujourd'hui. Puis dans tous mes tournois, tous mes meilleurs amis, toute ma famille, tout le monde était là. Puis même les gens qui étaient bénévoles. Tu sais, je me souviens, en 2014-2013, j'ai dû donner 20 trophées à des gens que ça faisait 10 ans qui étaient impliqués comme bénévoles. Wow. Tu sais, ces tournois-là, il y avait 500, 600, 700 bénévoles, mais il y en a qui étaient là, des directeurs de comité qui étaient là dès le début. Il y a des enfants qui sont nés de couples qui se sont rencontrés dans les tournois de golf, des mariages qui se sont faits, des amitiés pour toute une vie. Ouais. On avait une équipe. C'est ça que je m'ennuie le plus, puis c'était pas des décevoirs que ça continuait plus, mais j'avais beaucoup de pression. Ouais. Puis c'était le contexte économique qui pouvait juste plus suivre avec un budget aussi important. Fait que nostalgique, oui. Tu sais, j'ai beaucoup de... tu sais, comme le set ici, tu sais, j'ai une grande collection de souvenirs chez moi. Puis on se fait un musée ensemble un jour. Ben là, écoute, tu pourras revenir, on pourra se partager ça. Des drapeaux, des balles, des photos. J'ai encore le trophée. Je l'ai repris, je l'avais donné au PGA Tour Canada pour l'utiliser pendant quelques années pour l'Omnium du Québec. Mais j'ai tellement de souvenirs, mais ce que moi je retiens le plus, c'est les amitiés d'une vie qu'on s'était faites durant ces 15 ans-là. C'est clair. Des gens qui m'appellent encore boss, en joke, mais d'avoir pu faire triper autant de monde, de vivre des expériences qu'ils n'auraient jamais pu vivre dans leur vie, incluant moi, c'est quel honneur. Puis c'est sûr que c'est un peu nostalgique d'en parler avec du recul. Journée. Ouais, mais non, mais je peux comprendre. Est-ce que, avec le recul, il y a des choses que tu ferais différemment? Dans ce sens où tu étais jeune, tu étais fougueux, tu étais... Regarde, on ouvre les portes. Aujourd'hui, à presque 50 ans, beaucoup d'expérience. Tu arrives d'un parcours avec un parcours professionnel avec le Conseil du patronat du Québec. Tu as touché à d'autres choses dans ta vie. Est-ce que tu ferais les choses un peu différemment? Bien, évidemment, les réseaux sociaux n'étant pas présents ou peu présents, évidemment, il y aurait de quoi peut-être un peu différent à ce niveau-là, mais je veux dire, globalement... Moi, je pense, est-ce que parfois j'aurais pu être un peu plus calme? Mais je me dis, est-ce que ça aurait fonctionné si je l'avais été? Parce que c'est moi qui prenais la merde pour toute l'équipe quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ouais. S'il y avait une confrontation, s'il y avait une situation, s'il y avait une problématique, si quelqu'un attaquait ou disait quoi que ce soit sur n'importe qui, sur notre équipe, c'était notre équipe. Puis j'étais le capitaine de l'équipe. En termes de opération golf puis production d'événements, ça m'a angoissé pendant des années assez profond avec la relation avec Jean Trudeau puis l'AGP. Ouais. Et au bout de notre relation, il a compris que, moi, on avait le même objectif. Ouais. On voulait faire, produire des événements, mais ils ont été tough sur moi pendant longtemps. Ils ont été tough sur les joueurs qui voulaient participer. C'était un circuit fermé. Fait que je pense, à fur et à mesure que la relation avançait, ils voyaient que
mon seul intérêt était de promouvoir le golf, de créer des champions. J'ai tout le temps donné des opportunités aux joueurs de l'AGP de participer au tournoi. Fait que j'en ai pris beaucoup sur mes épaules. Ouais. Est-ce que c'était trop? Je ne le sais pas. Tu as assumé ton rôle complètement. Complètement. Puis des fois, tu sais, j'étais jeune aussi. Fait qu'il fallait quelqu'un que... Ce qui était bon, c'est que les gens voyaient que je travaillais sans arrêt. Tu sais, j'étais dévoué à ce que je faisais. 16, 20 heures. Tu sais, les mois précédents à l'événement, c'est une anxiété. C'est prenant, là. Tu sais, je me souviens, Mélanie, elle me disait tout. Tu sais, je disais, est-ce qu'on va réussir? Comment qu'on va le faire? Elle dit, inquiète, tu dis ça chaque année. Tu sais, ça va le faire. Fait que j'en ai pris beaucoup sur mes épaules. Tu sais, j'ai appris beaucoup plus en vieillissant. Mais il n'y a pas grand-chose en termes de... Tu sais, les joueurs qu'on a invités, je pense que les gens vont se rappeler de ça. C'était unique. Ça, tu sais, il y a eu des événements où est-ce qu'il y avait des joueurs qui sont venus. Il y a déjà eu tu sais, un PGA senior. Mais tu sais, c'était pas récurrent. C'était une fois par année. Mais je pense que ça a mis le Québec sur la map en termes de golf dans ces années-là. C'est clair. Et puis, j'ai pas de regrets. Mon seul regret, c'est que je savais avant le dernier tournoi à la Tempête... 2014? Que c'était fini. Puis je pouvais pas le dire. Puis il fallait opérer un tournoi. Pourquoi tu savais que c'était fini? Parce que tu savais que c'était plus financièrement rentable ou c'était... C'était déjà pas mal conclu là, que c'était la dernière année, tu sais, avant le tournoi. Fait que... Qu'est-ce qui s'est passé économiquement si on faisait un rappel de 2014? Qu'est-ce qui... Bien, 2010, quand on a commencé, on a réussi, mais beaucoup de notre financement venait du gouvernement puis des commanditaires, évidemment. Oui, des subventions. PGA Tour Champions, 5 de tes revenus viennent de la billetterie. On avait un plan de médias au-delà d'1 million de dollars qui faisait de la promotion pour le tournoi. Il y avait le marché boursière, c'est quoi, 2009-2010 a chuté. Fait que c'était pas évident de demander des compagnies de verser 1 million, 2 millions de dollars pour parrainer le tournoi. Et puis, c'était juste devenu économiquement... Ça coûtait 6,5, 7 millions de dollars pour produire l'événement. Quand même. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent au Québec, même au Canada. Tu as l'Omnium canadien là, qui fonctionne. Le RBC. Tu as Calgary sur le Champions Tour qui fonctionne, mais ça prend du backing assez important pour le faire. Fait que je me souviens de ça. Ça, c'est... Malgré que j'avais été à Victoria 2 ans plus tard pour faire un autre tournoi du Champions Tour, mais pas avec mon équipe. Non, c'est ça qui manquait. C'était pas avec Synchro, là. Je me souviens, Éric Thibodeau, il était tout le temps assis devant moi au bureau au terrain. Puis j'ai dit, à la fin du tournoi, on venait de finir la cérémonie de clôture, puis j'ai dit, comment qu'on a fait ça? Ah ouais. Puis il a dit, on a mis la cassette, on a pesé sur play, puis ça s'est juste passé naturellement. C'est entre Guillaume, puis Éric, puis toute la gang qui était là. Il y avait une synergie, là. Tout le monde savait qu'est-ce qu'on devait faire, puis comment fonctionner. Fait que, puis s'il y avait quoi qui allait pas bien, mais j'avais tous mes amis alentour, et des employés, des associés. Fait que c'est... Tu as l'impression, David, qu'il serait possible de ramener, de rentabiliser ce type d'événement en 2024-2025? Non. Je pense pas. Tu sais, l'Omnium canadien, on l'a vu là, il y a un mois ou quelques semaines, c'est phénoménal. Mais tu sais, c'est centré à Toronto, là, pas mal maintenant. Ouais. Ça voyage à travers le pays. C'est Golf Canada. C'est un événement par année. 2 avec le championnat de l'Omnium canadien féminin. Puis tu as le PGA en juillet, exact. Fait que, tu sais, ça, je me demande, tu sais, je suis assez certain de voir que c'est assez viable. Mais d'avoir une franchise ici au Québec, la différence aux États-Unis, c'est que je sais pas, Hewlett-Packard, tu sais, qui était commanditaire en Californie du tournoi, on va mettre 5 millions. Tu sais, quand j'avais été à Victoria, une compagnie a mis 5 millions. Tandis qu'au Québec, tu sais, on avait des bons partenaires, Lexus, Jean Coutu, Desjardins, des brands assez forts, Sport Expert, Forzani. Mais personne ne mettait... Il n'y avait pas un majeur. C'était pas un... C'est ça. Fait que, tu sais, même je le vois au tennis, ils ont 2 partenaires assez importants avec Banque nationale.
Mais tu sais, le Grand Prix, c'est avec Bell, mais ça s'appelle pas. Non, c'est backé le par Grand Bell Prix. maintenant, c'est ça. Mais tu as les commanditaires du Formule 1 là, qui sont alentour. À moins que c'est le groupe CH qui le prenne en charge avec le réseau qu'ils ont, puis l'accès aux gens d'affaires, avec les contacts qu'ils ont via le Canadien, puis l'ensemble des autres entités. Mais partir from scratch, là, c'est... T'es mieux de ramener. Je pense que c'est déjà difficile. J'ai aidé à ramener le Canadian Tour en 2019 quand j'étais à l'Association des clubs de golf du Québec. Fait que j'ai conclu l'entente entre PGA Tour Canada et Golf Québec pour ramener l'événement sans aucun risque financier. On s'est assuré qu'eux autres payaient toute la facture. Golf Québec avait les droits. Ils l'ont fait pendant quelques années, mais là, COVID est arrivé. Fait que je suis allé au tournoi l'an passé. Puis là, on parle d'un budget d'opération de 400-500 000 $ qui n'est même pas viable. Ouais. Tout dépendant de comment le faire. Fait que c'est un défi pour le marché au Québec. C'est clair. J'ai envie de te poser la question parce que là, c'est extraordinaire ton parcours parce qu'il y a peu de gens au Québec, au Canada qui ont été là, vraiment dans l'action comme tu l'as été. Si on prenait ton téléphone là puis on regarde ton carnet de contacts, t'as-tu encore pas mal de bons contacts à jour, là? Mettons, je te dis... Jack Nicklaus, est-ce que tu peux l'appeler là ou... Je pense je pas pense que pas sûr que tu l'appellerais. Je pense pas que j'oserais appeler. J'appellerais son agent, mais tous les joueurs là, qui étaient là, pas tous, mais quasiment la grande majorité, j'ai encore le numéro de téléphone. Je ne vais pas les appeler. Il y en a quelques-uns qu'on va se parler durant l'année, mais on va se texter. Ouais. Mais non, j'ai pas le cellulaire. J'ai le cellulaire encore de Fred Couples, mais de plusieurs des joueurs. Mais c'est plus par texto. Puis, moi, j'ai développé... Il y avait beaucoup des joueurs qui étaient middle of the pack. C'était pas les vedettes, mais que je m'entendais très bien avec, ou je me sentais plus à l'aise d'aller dîner avec eux autres, ou de faire différentes activités, ou de juste hang out au tournoi. Mais, as-tu eu la chance de jouer, toi, passionné de golf, avec certains d'entre eux? J'ai joué en Floride avec plusieurs, là, mais pas... plusieurs, c'est exagéré, là, moins que 5. Okay. J'ai jamais même, durant tous les tournois que j'ai organisés, j'ai jamais même joué dans un Pro-Am de nos événements. Voyons donc. Fait que, non, moi, j'étais l'autre. Fait que c'était de donner la chance aux autres de pouvoir participer dans les Pro-Am. Mais non, c'était pas mon affaire. J'étais là pour être directeur du tournoi. Directeur de tournoi, ta première responsabilité, c'est envers les joueurs. C'est d'être le hôte des joueurs. Ouais. Surtout quand ils viennent dans un autre pays, là, au Québec, en français, ou des choses vraiment simples comme des indications sur l'autoroute. Ou, je me souviens qui il est venu avec son camper, il y avait un fusil. Il y avait son gun. Puis, tu sais, ils sont arrivés, puis ils ont dit, mais je me sens tout nu sans mon gun. I'm like... Ça devait être un Américain. Absolument, oui. Mais c'est juste ça. Mais, on est au Canada, fait que non, ça passe pas. Mais non, j'ai eu tellement d'expériences différentes là, que de jouer au golf. Okay. Je te nomme un nom, puis tu me racontes une anecdote que tu as vécue avec. Je t'ai nommé Jack Nicklaus tantôt, mais je te dis Jack Nicklaus là. Raconte-moi comment tu l'as rencontré et qu'est-ce que tu as eu la chance de partager avec Jack Nicklaus. C'est quand même probablement j'ai soupé dans sa cuisine. T'as soupé dans sa cuisine? Non, dans le fond, j'étais au salon du golf une année, puis il y a un monsieur, un homme d'affaires qui m'a appelé, puis il a dit j'ai entendu que tu organises des tournois de golf. Je suis le voisin de Jack Nicklaus à North Palm Beach. Et puis, le lendemain du President's Cup, qui était le 1er octobre 2007 ou 2009? 2007. J'organise un levée de fonds pour le Nicklaus Children's Healthcare Foundation et pour leur camp. Puis, si ça t'intéresse, on aimerait que tu l'organises pour nous. Et si ça marche, mais il faut que tu descendes en Floride demain pour aller voir The Jake, qui était un tournoi qu'il organise pour son petit-fils qui est malheureusement décédé. C'était pour voir comment son tournoi fonctionnait. Et là, j'ai dit, c'est qui là, qui me fait
qui me fait une joke, là, like, Ouais. tu sais, je suis le voisin de Jack Nicklaus à North Palm Beach, puis c'est un Québécois. Fait que finalement, c'était vrai. Fait que je suis descendu en Floride. Je suis venu en jet avec eux autres, mais j'ai descendu immédiatement là-bas. Et puis, il devait avoir une quarantaine de... C'est un Pro-Am, fait qu'il devait avoir une quarantaine de joueurs actuels du PGA Tour qui étaient présents. Et puis, nous, on était là pour de voir comment ça fonctionne. Et puis, par la suite, on était invités, après le tournoi, d'aller, pas juste moi, là, on était une quarantaine, là, tous les joueurs sont allés souper à la maison de Jack Nicklaus. Et moi, comme étant un peu, je suis pas gêné dans la vie, là, mais... Là, t'es chez Jack Nicklaus. Ouais, fait que on a pris un trolley, tu sais, comment t'appelles ça en français? Un trolley, tu sais, anyway, un petit autobus, là, du terrain de golf jusqu'à chez eux. Je me suis assuré d'être sur le dernier, puis d'être le dernier à rentrer. Puis il y avait Mme Nicklaus qui accueillait tout le monde. Barbara, OK? Tout le monde à la porte. Et j'étais le dernier à rentrer. Puis elle dit, « You must be David. » Puis quand on entend souvent dans les diffusions là, que Barbara est derrière le succès de Jack Nicklaus, c'est « Yes, I'm David, you know? » Fait que il y a eu le souper chez lui. J'en ai profité pour être un golf nerd. Je suis allé dans son bureau. Oh my God! Dans son bureau, tu sais, tout seul, là, tout le monde était dehors, à la piscine, où je pense qu'il y a 2 terrains de tennis sur le gazon, putting green, son bateau, pool house avec... c'est un amateur de chasse. Il devait avoir 100 animaux dans la pièce. Fait que je suis allé dans son bureau, j'ai pris quelques photos. Oh, wow. Puis tu sais, il y a 5 trophées en arrière de lui. The US Open, British Open, Masters, PGA Championship, puis US Amateur. Wow. Ouais. President's Cup était en avant, mais c'était pas assez important pour être derrière lui. Fait que toute une expérience. Fait que par la suite, on a organisé l'événement le 1er octobre. Fait que c'était Jack Nicklaus et Gary Player qui étaient les capitaines des États-Unis de l'équipe internationale. Fait que les deux sont venus... On va à Montréal. Non, on l'a fait à Laval-sur-le-Lac. Ah, le Pro-Am. Le levée de fonds, le President's Cup était à Royal-Montréal, mais on a fait le levée de fonds le lendemain à Laval-sur-le-Lac, qui était juste incroyable. Et puis, après que tout le monde est parti, quand on était chez lui, mais c'est juste là qu'on a eu notre première rencontre pour parler de l'événement. Fait qu'on était juste 5-6 personnes dans sa cuisine, puis j'ai une photo, je l'ai montrée parce que je l'ai montrée à ma fille il y a quelques jours, puis il y a moi puis lui, puis derrière, on voit son frigo avec toutes les photos de ses petits-enfants, comme tous les papas, là. N'importe qui normal, là. Ouais, fait que on a organisé l'événement qui était un super succès. Ça avait généré 2,7 millions pour leur camp. Dans ce temps-là, c'était l'événement d'une journée qui avait généré le plus d'argent pour sa fondation. Wow. Il a dépassé depuis. depuis. Mais, ouais, toute une expérience d'être dans la maison. Je te nomme un autre nom, mais un autre aspect, parce que j'imagine que les anecdotes vont être à l'opposé, mais pas moins intéressantes. John Daly. Si tu parles de John Daly, qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Qu'est-ce qui, comme personnage qu'il est, je veux dire, on l'a vu à la télé, on l'a vu gagner des tournois, mais toi, de la façon que tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu retiens du personnage qui est John Daly? Nonchalant, personne plus grand que la nature à cette époque-là. C'est une des premières fois que je devais envoyer des jets privés, un jet privé pour l'amener. Party animal. Il n'y a pas de photo de ses petits-enfants sur le frigo. Peut-être. Je pense, mais c'est un papa quand même assez fier avec son fils qui joue sur le Korn Ferry Tour cette semaine. Tu sais, good guy. Assez qu'on l'a invité l'année d'après aussi. Ouais. Puis il s'est désisté la veille pour venir. Quand j'avais déjà acheté tout, et je pense que j'avais acheté 200 head covers avec le lion pour nous inviter, puis il allait faire des démonstrations. Puis, fait qu'il nous a choqué, largué la veille ou le matin précédent. Je me souviens de son agent, Bud Martin, on en a parlé, mais tough. Tu sais, puis c'était... He's not coming, that's it. Tu sais, puis... fait que...
c'est de là où est-ce que les bonnes relations que j'avais entretenues avec des joueurs, je me suis dit, mais qui est-ce qu'on pourrait inviter dernière minute de même? Ouais. Fait que c'était Ches Reavie qui venait de gagner l'Omnium du Canada, qui est venu pour le remplacer. Mais on parle pas du même niveau de personnage. non, mais tu En parles tout d'un gars- respect pour Ches Reavie, je veux dire, c'est pas John Daly. Là. Oui, mais c'est quand il y a des gens qui sont un peu à travers l'Amérique du Nord, pour les faire venir, il faut que tu trouves quelqu'un qui est assez proche. C'est clair. Puis c'était pas gênant d'avoir le champion en titre, Non, l'Omnium c'est sûr. canadien, tu sais, d'être avec nous, mais c'était une déception. Ouais. Là, je t'ai nommé des noms. Évidemment, ton travail t'a amené à voyager. Tu as vécu même à l'étranger, tu l'as dit en début d'entretien en République dominicaine. Je te nomme un nom de terrain et tu me dis ce que ça te rappelle comme souvenir. Parce que tu es parmi les chanceux d'avoir eu la chance d'aller à Pebble Beach. Oui. Alors, qu'est-ce que ça sonne comme souvenir dans ta tête, Pebble Beach? Dans quel contexte que tu es allé? Moi, je m'en allais un voyage, rencontrer des joueurs qui étaient au sud de Los Angeles dans ce temps-là. Fait que j'ai dit, encore là, étant directeur de tournoi, on peut, il y a quelques avantages, mais on peut jouer pas mal tous les terrains. À peu près où tu veux. Pas mal. Fait que j'ai amené mon meilleur ami, Pierre-Olivier Simard, un voyage de golf. Fait qu'on on est allé à San Francisco, on a passé une nuit là. Puis là, on a joué à Pebble Beach, Monterey. On a descendu à Los Angeles, on a joué Riviera. Oh my God! Mais Pebble Beach, j'étais... J'ai une photo, quand je suis arrivé dans le stationnement, je me suis mis à genoux, là, puis comme si je priais, là, juste pour embrasser le stationnement, là, l'asphalte par terre. Puis on est arrivé un bon 5 heures avant notre heure de départ. J'ai acheté plein d'affaires, j'ai pratiqué, j'ai poté, on a dîné, j'étais tellement excité. Puis quand on joue gratuitement, on ne peut pas choisir notre heure de départ. Là, fait qu'on était comme les derniers, là, 2h30, but I don't care. Fait que là, je commence, puis, tu sais, je suis un correct joueur, là, mais je commence double bogey. Double bogey. Non. Double bogey. Double bogey. 4 double bogey de suite. Ben, voyons. Fait que là, j'ai fait un normal au 5. Puis là, tu as le 6 et le 7. Puis le 8, là, que c'est des trous, et le 17 mythique. Fait que j'ai fait birdie au 6. Et là, on arrive au 7. Petit par 3. Le petit par 3 historique. Et c'est le plus près que je suis venu de faire un trou d'un coup dans ma vie. Ah ouais? Tu sais, un petit trou de 100 verges. Petit demi-sandwich. Les gens qui étaient en bas, qui venaient de finir le trou, moi, je pensais, ils criaient, mais je pensais que j'étais dans le trou. J'ai jamais fait un trou d'un coup. Mais t'as passé proche. Ce qui m'écœure, là. Fait que, non, si j'avais fait un trou d'un coup au 7e trou à Pebble Beach, je sautais dans... Je pense que je sautais dans le mer, là, à côté, là, puis... mais quelle opportunité de jouer là, puis Riviera tout de suite après. Fait que c'est... au moins maintenant, quand j'écoute le tournoi à Pebble Beach à chaque année, mais je peux dire les 2 trous où est-ce que tu as le Cypress Tree puis le mythique, là, le 6 et le 7. Je peux dire birdie. Ben, mais le reste, j'ai dû jouer 90. Ben là, c'est pas grave. Au moins, tu as eu l'expérience. Parle-moi du Riviera Country Club. Parce que c'est un passage, passage annuel régulier du PGA Tour. Ouais. C'est devenu même... je pense que c'est des plus vieux tournois qui est présenté là sur une base annuelle depuis longtemps. LA Open, anciennement. T'as le statut de Ben Hogan. Puis, tu sais, moi, j'étais un assez traditionnaliste au golf, que je suis ça depuis longtemps. Puis des terrains traditionnels, historiques, chalets, avec tout le glamour de Los Angeles. Ouais. Des photos dans le chalet qui reculent des années 30, 40, non seulement des champions, mais de tous les gens qui sont allés là. Des artistes qui ont passé là. Adoré mon expérience. C'est clair. Un autre terrain qui t'a marqué, je pense, c'est Oakmont, en Pennsylvanie. Oakmont, pour moi, c'est number one. Ça, c'est le meilleur terrain de golf au monde, à mon humble avis. US Open va être là l'an prochain. Le terrain le plus difficile au monde, sans aucun doute. Le chalet est exceptionnel, le service est exceptionnel. Ça sent le vieux, mais l'architecture incroyable. L'agent de John Daly, c'est lui qui m'a invité là 3 fois. Je pense que je suis allé 4 fois. Mais en remerciement d'avoir booké tous ses clients une fois par année au mois de septembre, il nous invitait là.
c'est la mecque pour moi du golf. Il y a une fois que je suis allé avec Marc Villeneuve, un Québécois de Montréal, là, qui m'a invité une fois pour aller là, puis on a couché dans l'ancienne maison du professionnel qui est maintenant, je pense que les gens peuvent le louer. Ouais. Puis je me souviens l'autre fois que j'avais été là, il y avait un tournoi du Champions Tour à Pittsburgh, mais pas à Oakmont. Et puis j'ai dit, après le tournoi du Champions Tour, je suis allé faire un petit tour à Oakmont. Et puis je sortais. T'sais, moi, j'avais déjà fait mon Hallelujah, I'm back, I love you, you know. Fait que je sors là, du terrain pour m'en aller vers le stationnement, puis je vois un homme pas si grand, 60 ans, là, peut-être 55, 60 ans, là, ou je sais pas, qui était là. Puis c'était comme mes enfants à Noël, là, quand ils regardent. Puis j'ai juste dit, c'est beau, hein? Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici? Il dit non, j'ai gagné le championnat du PGA en 1978. C'était John Mahaffey. No way. Puis je l'avais pas reconnu. J'ai dit, excuse-moi, John, je vais me diriger vers mon auto. Voyons donc. Ouais, mais lui aussi, qui avait gagné le PGA Championship là, en 78, je pense. Quand tu arrives à ce terrain-là, c'est autre chose. C'est phénoménal. Wow. David, j'ai envie de t'entendre sur un sujet qui est d'actualité depuis quelques années déjà. L'arrivée du LIV versus le PGA Tour a chamboulé un peu le golf professionnel. Comme ancien directeur de tournoi d'un circuit professionnel, comment tu vois cette dualité-là et comment vois-tu l'avenir du golf professionnel? As-tu l'impression que ça va merger, là, excuse-moi l'expression, mais comment tu vois ça de ton œil? Moi, premièrement, comme amateur de golf, puis tout ce qu'on a jasé aujourd'hui, c'est de la compétition. Ouais. Moi, j'aime voir les meilleurs joueurs de golf jouer contre l'un et l'autre. Ouais. Au plus haut niveau, sur les terrains les plus difficiles au monde, dans les conditions les plus... où est-ce qu'il y a le défi le plus important. Ouais. Fait que moi, je veux les voir jouer ensemble. Ça me déçoit que... puis je suis vraiment du côté du PGA Tour. Okay? Ça, c'est certain. Ben, tu l'as dit tantôt, tu es traditionnaliste. C'est certain. Mais comment est-ce que quelqu'un ne pouvait pas apprécier le spectacle de Bryson DeChambeau au US Open la semaine passée? Comment est-ce que... moi, je veux voir les meilleurs joueurs jouer contre les meilleurs le plus souvent possible. Puis je trouve que maintenant, sur le PGA Tour, même les événements signature, les événements comme cette semaine aux Travelers... Mais il en manque. Il en manque. Fait que, tu sais, je me dis... Écoute, même Rory, qui est du PGA Tour, n'est pas là. Tu fais OK. Puis, tu sais, c'est quoi, 80 joueurs ou 110 joueurs, là, je pense, qui sont là. Fait qu'on dirait que, tu sais, je vais suivre les tournois. T'sais, je vais suivre, tu sais, le championnat des joueurs. Je vais suivre à Rivière. Je vais suivre à Pebble Beach. Je vais suivre les grands tournois. Définitivement, les tournois majeurs. Mais, tu sais, le FedEx Cup à la fin... ça m'intéresse pas trop. Moi, je veux voir les meilleurs joueurs le plus souvent possible. Puis est-ce que il y avait les World Golf Championships avant? Donc, Fulton Allen en a gagné un, si je me trompe pas, à faire. Mais je veux voir ces joueurs-là. Ouais. Est-ce que, il parle maintenant qu'il y a une entente de principe. Mais ce que j'aime pas de la LIV, c'est rien contre les joueurs. Non. C'est 3 rondes. Oui, t'es en shorts, il y a de la musique, c'est party time, c'est un shotgun. Les joueurs ne terminent pas tous au même trou. Je trouve que c'est plus, tu sais... C'est un autre produit. Disney, là, du golf. C'est un autre produit, mais personne ne regarde ça. Là, si on regarde les chiffres, tu sais, pas personne, mais pas beaucoup de monde. Ouais. Tu sais, l'événement en Australie était un franc succès avec Cam Smith, puis il y a un following, mais... Tu sais, à Nashville cette semaine, tu sais, on entend parler un peu parce que Bryson est arrivé hier soir sur le strip à Nashville avec le trophée. Ouais. Fait qu'il y a un vibe un peu alentour, mais j'ai jamais été même voir un tableau des meneurs. Je l'ai su durant la diffusion que Bryson DeChambeau n'avait pas encore gagné sur le livre. Ouais. Mais tu vois ces gars-là comme lui, puis Brooks Koepka, ils peuvent compétitionner au plus haut niveau. Ah, ben oui. C'est Mickelson, Ian Poulter, Henrik Stenson. Leurs bonnes années sont passées. McDowell, oui. Fait que
ces joueurs-là ne seraient même pas dans les top 100 au monde. Maintenant, il y a plusieurs, mais DeChambeau, est-ce qu'il est numéro 1 ou 2 maintenant, ou 3? Ben, il est clairement dans le top 10 mondial. Ben, il est dans le top 10 mondial juste via ses majeurs cette année. Exact. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il est Masters 10e. et le US Open. Et exact. le PGA. Oui, exact. PGA, oui. Fait que moi, je veux voir les meilleurs joueurs à tous les niveaux jouer le plus souvent possible ensemble. Tu as parlé tantôt de Oakmont, plus terrain le plus difficile, tu penses, probablement au monde. Ouais. Tu as fait quand même pas mal le tour de plusieurs terrains au Québec. On est quand même choyé d'avoir beaucoup de terrains. On n'a pas des tonnes de terrains top niveau pour accueillir l'élite mondiale. Ton test de golf le plus intéressant et le plus tripant pour toi au Québec, c'est lequel? Ben, c'est mon petit terrain de 9 trous à Saint-Lambert. Ça, c'est règle numéro 35 dans le Rockpile Mafia, les règlements. Si tu dis pas que ça, c'est ton terrain préféré, t'es éliminé. Oui, mais mettons qu'on fait, on fait un petit astérisque à côté. Royal Montreal, le Blue Course, évidemment, numéro 1. Pas beaucoup de gens ont accès, mais j'ai eu l'opportunité de jouer au lac Montflé-Magog. Wow. Ça, c'est vraiment un terrain spectaculaire, vraiment privé. J'aime beaucoup Vallée du Richelieu, les 2 terrains. Ouais. La Tempête. J'aime le club de golf Joliette. Oui. C'est quand même assez traditionnel. C'est un jardin botanique, c'est beau. Là. J'aime beaucoup le club de golf. Le Country Club à Saint-Lambert, fait que j'étais membre là pendant longtemps. Ouais. C'est ce qui est le fun. Tu arrives au 18e trou, puis tu vois tous les édifices du centre-ville, l'autre bord, puis c'est facile d'accès. Fait qu'il y en a plusieurs, mais c'est Laval-sur-le-Lac, avec les rénovations, puis l'architecture qui a complètement changé avec Mike Weir, avec le design Beaconsfield. Vraiment les terrains, pas mal les terrains traditionnels. Kanawaki. Fait que c'est comme, je nomme les meilleures places. Des là, évidences, là. Royal Québec aussi, ça a été. On avait organisé un événement là-bas avec Scott Simpson. Puis j'aime les chalets, les anciens, comme à Kanawaki, ou les anciens chalets. Malgré la Tempête, c'est plus moderne, ou Laval-sur-le-Lac. Mais ça me parle encore. Je te comprends. Ouais. Je te donne un budget illimité. Tu rentres membre où? Oakmont. Ouais. Avant le Masters, avant Augusta National? Ah oui. Ouais. J'ai jamais été au Masters. Ça, c'était une affaire. J'avais été invité quelques fois, pour... Et t'es pas allé? Ou ça marchait pas? Non, j'ai pas été, mais je vais aller sous mes conditions un jour. Là. C'est sûr que j'allais... Je veux payer mon billet! Puis avoir de l'indépendance de faire ce que je veux, mais... ou d'autres... St. Andrews, c'est certain. Là, As-tu été du côté de l'Écosse, Irlande? J'ai habité à Londres quand je voyageais, puis je travaillais dans complètement une autre industrie. T'étais mannequin, on va le dire. 50 livres de moins, puis des cheveux, mais... c'est pas grave, tu l'as été. J'étais le seul mannequin à Tokyo, en Afrique du Sud, ou à Londres, ou à Milan, ou au Cannes, n'importe où, là, qui se promenait avec son sac de golf, puis j'allais sur le métro ou le tube avec mon sac quand je travaillais pas pour aller jouer au golf. Il y avait moi puis un autre Canadien là, qui était un golfeur. Fait qu'on voyageait beaucoup. Mais, ouais, tu sais, tu parles, money's not an object, c'est-tu Pine Valley, c'est-tu Oakmont, mais ce que j'aime à ces terrains-là, c'est l'histoire derrière. C'est l'esprit. Puis ça sent le golf. C'est ça que j'ai beaucoup aimé quand j'étais membre à Vallée du Richelieu, puis on a tenu 2 événements-là. Tu rentres là, ça sent le golf. Exact. Les gens sont là pour jouer au golf. C'était un des premiers terrains à être... Ils ont refait les 2 18 trous. Ils ont refait le terrain d'exercice. Ils ont bâti une académie. Ouais. Et c'est plein. Il y a une liste d'attente. Les gens jouent au golf. J'ai vu la semaine passée, c'était le jour de la famille. Ouais. Il y avait des gonflables. Le mercredi soir, peut-être que je me trompe de soir, soirée pâtes, mais c'est plein, puis c'est en famille. Fait qu'on dirait que les gens de Belleuil, Sainte-Julie, où il y a des membres qui viennent de Montréal, mais c'est the place to be, pour aller. Fait que j'aime les places
où est-ce qu'il y a des championnats à Oakmont, à l'extérieur du Pro Shop, les tableaux des compétitions inter-clubs, pas inter-club, mais de leur club, les matchs puis l'historique de ces championnats-là, j'avais été, quand je faisais le Champions Tour à Victoria, parce que mes grands-parents et leurs parents viennent de là, mais mon arrière-grand-père, il y en a un qui est allé aux Jeux olympiques en 1912 à Stockholm, et l'autre, 2 fois champion du club, Victoria Golf Club. Oh my God. Puis quand je suis rentré, il y a encore la plaque avec son nom. Je trouve ça cool, l'historique de ça, de ces affaires-là. Je te rejoins là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus, David. Écoute, parler de golf avec toi, je trouve ça passionnant. Je parlerai encore de ça pendant des heures, des heures et des heures. Il me reste peut-être quelques questions à te poser. De ma perspective de passionné de golf, de gars qui t'a déjà côtoyé professionnellement, moi, je trouve que tu manques à l'industrie du golf. Est-ce que revenir dans l'industrie du golf, ça fait partie de ton plan de carrière? Absolument. Oui, absolument. J'ai le golf dans mon ADN. Je vais avoir 50 ans maintenant. Je me suis dit, à peu près à cet âge-là, où je ne savais pas exactement quelle direction la carrière de golf allait prendre, mais que j'allais peut-être finir mes jours comme DG dans un club de golf ou peut-être plus tard, juste comme un marshal ou un starter, mais c'est certain que en ce moment, j'étais allé travailler pour des gens d'affaires, en politique, en lobbyisme. J'ai travaillé à Live Nation dans la musique, mais c'était pas ma passion. J'ai jamais senti que je travaillais quand j'étais dans l'industrie du golf. Ouais. Je l'ai dans le sang, et c'est certain que il y a une opportunité qui va s'en venir assez bientôt. Là. J'ai quasiment été nommé DG d'un club de golf il n'y a pas longtemps. Tu as eu un close call. Un close call, very close call. Mais j'ai jamais été DG, mais j'ai fait tous les postes dans un club de golf. J'étais directeur de tournoi avec un budget beaucoup plus important qu'un club de golf. Mais ça me manque juste de voir les membres, de voir les gens, d'organiser. Fait que c'est... Alors, tu serais un atout. Ouais. Laisse-moi te le dire, je te le dis en toute amitié et Merci. professionnellement, tu serais un atout pour quelconque club de golf ou organisation qui pourrait t'approcher. Es-tu prêt à répondre à mes petites questions Action 9? Ça dépend c'est quoi, mais là, C'est facile. Alors, gaucher ou droitier? Gaucher. Putter ou driver? Driver. Une shot à 100 verges ou une shot à 30 verges? 100 verges. Aimes-tu mieux jouer dans l'herbe longue ou dans une fosse de sable? Fosse de sable. Es-tu plus golfeur du matin ou golfeur d'après-midi? Matin. Ah. Twilight, c'est le fun aussi, par Oui, exemple, à 5 oui, heures. oui. Ouais. Appelle-moi si tu veux jouer l'après-midi. Ouais. Je suis matinal. Pantalon ou Bermuda? Pantalon. À pied ou en kart? Les deux. Île de Montréal, kart. Oui. À Club de golf Saint-Lambert, c'est à pied. C'est correct. Avec, le sac. Plus membre ou plus golfeur nomade? J'ai plus apprécié être membre. Oui. Ouais. La Floride ou l'Arizona? Arizona. L'Irlande ou l'Écosse? Écosse. Malgré qu'il n'y a pas de mauvaise réponse dans celui-là. Mais... Non. Bière ou scotch? Ni un ni l'autre. No more. No. But back then, à l'époque? Je pense que j'ai pris un scotch dans ma vie, là, ou un ou deux. Là. Il y a un avec le père d'une blonde, puis un avec un genre d'affaires, mais j'ai bière. Correct. T'es-tu plus happy ball ou mulligan? Je vais dire Mulligan parce que the home of the Mulligans, ça vient de Saint-Lambert, au Country Club de Saint-Lambert, ma ville natale. Fait qu'on va dire Mulligan, mais quand on était plus jeune, c'était impossible. Mais quand j'ai joué la semaine passée, mon oncle il dit on part de l'heure. Là. OK, fait que, happy ball. Happy ball, oui. Balle blanche ou balle de couleur? Blanche. Excuse. Moi, je prends ce qu'on me donne. Ouais, je t'ai vu souvent avec des balles jaunes. C'est parfait pour l'enseignement, les balles de couleur. Les Strixon, je me souviens. Ouais, voilà. Préfères-tu golfer dans le vent ou golfer à la pluie? La pluie. Ouais. Je trouve que tu es vraiment plus concentré. Tu viens dans une zone avec ton parapluie, ta serviette. J'ai souvent bien joué dans la pluie. Ouais. Ouais. T'es-tu plus par 3 ou par 4?
Je vais dire par 3 parce que j'ai pas fait un trou d'un coup encore, fait que je veux juste jouer des par 3 le reste de ma vie. Es-tu plus par 4 ou par 5? Par 5. Et t'es-tu plus par 5 ou par 3? Je suis plus party time. Ah, j'adore. Une game de golf avec David Skitt, il y a des gageurs ou il n'y en a pas? Plus jeune, il y en avait beaucoup. Maintenant, on joue plus pour l'honneur. Puis, ou une bière ou un drink ou quelque chose à la fin. Mais ce que j'aime, c'est les perdants doivent prendre un genou au 18e puis dire aux gagnants, vous avez mieux joué que nous autres aujourd'hui. Je ne veux pas prendre 20$ ou 100$ de mes amis ou le perdre non plus. Tiger ou Jack? Tiger. Tiger ou Phil? Tiger. T'es un gaucher, c'est pour ça que je te pose la question. Mickelson ou Norman? Mon idole de jeunesse, là, c'était Couples puis Greg Norman. OK. J'avais des balles Tour Edition. Je pense que j'ai eu un 7 Tour Edition. Là, on recule. Là. Ouais. Toi, tu t'en souviens, mais pas beaucoup de monde. Mickelson. OK. Ni un ni l'autre maintenant, par exemple. Non. Parce que t'es plus PGA Tour que Live, right? Je trouve qu'ils sont à la tête de ruiner mon expérience d'amateur de golf. Ouais. T'es-tu plus de Chambaud ou Koepka? Ouf, Koepka. Moi aussi. Oui. T'es-tu plus Rory ou Nelly? Rory. Okay. Mais Nelly, avec elle avait gagné 5 tournois. 5, je pense 6. que 6. Ça, c'est une affaire qu'on ne s'est pas dit, là, mais quand on a commencé l'Omnium de Montréal 2004, ça faisait 59 ans qu'il n'y avait pas eu un Omnium de Montréal. Et le dernier champion était Byron Nelson. Ah, ouais. Puis en 1945, Byron Nelson a gagné 10 tournois d'affilée. Ouais. Montreal Open était le 6e de ses 10 victoires. Incroyable. Puis j'avais écrit à Byron Nelson pour lui demander s'il était prêt à monter puis être avec nous. Wow. Puis il m'a écrit, j'ai une carte, quand je te parle que j'ai un musée de golf, j'ai une carte écrite à la main qui dit, tu sais, Dear David, tellement heureux d'avoir gagné ton championnat. C'était à Ilsmer. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai fait un bogey en 72 trous. J'ai frappé la balle par-dessus, un par 3, chip-on, 2 putts. Ben voyons. Désolé que je ne peux pas être avec vous. Happy days, Byron Nelson. Wow. Ça, c'est des gentlemen. C'est une autre époque. C'est comme un autre de mes mentors, Jonal Coré, qui nous disait qu'il était président d'honneur, qui était ancien président des Canadiens, puis président d'honneur avec nous, qui nous disait, lâchez donc ça, les Internets, les jeunes, prenez le téléphone, puis écrivez des lettres de remerciement à la main. Anyway, wow. Excuse, je t'ai allé à côté, mais tu as nommé Nelly parce que je pensais à se rendre à... Mais c'est un record encore de Byron Nelson, 45. Non, mais pour revenir à Rory ou Nelly, c'était aussi par rapport aux élans. La beauté des élans des deux. C'est un peu dans ce sens-là, parce que je veux dire, pour moi, Rory et Nelly, c'est deux swings, en fait, que j'aimerais reproduire, mais que je suis pas capable. Mais je te demande, préfères-tu le swing de Nelly ou le swing de Rory? Je vais dire Nelly, parce que je la vois souvent sur les médias sociaux que des gens comparent son swing. Mais tu peux pas te tromper avec n'importe quelle réponse, mais je trouve pour le golf féminin, c'est une excellente ambassadrice. Elle s'éloigne un peu du golf. Elle est allée au Met Gala, je pense, à New York il y a quelques semaines, ou mois maintenant, mais elle a, je pense que dans le sang d'être un champion. On revient à nos petites questions. Action 9, vite. Es-tu plus stroke play ou match play? J'aime les deux. Comme golfeur amateur, ce que j'aimais dans les clubs de golf, c'est de faire partie de l'interclub qui était match play. Ouais. Ça, c'était... c'est pas un niveau comme les pros dont on parle, là, mais juste pour nos petites carrières, j'aimais beaucoup ça, match play. Ouais. T'es-tu plus Masters ou The Open? Masters. Puis, David, en terminant, qu'est-ce que tu préfères? Une journée au bureau ou un Vegas Corpo? Vegas Corpo. Ouais. J'en ai fait beaucoup l'an passé, des Vegas Corpo, puis j'aime ça, tu sais, de rendre les gens à l'aise, de les encourager, tu sais, c'est des gens que tu connais un peu moins, fait que non, ça me dérange pas tant que ça prend pas 6 heures. Excellent. David Skitt, merci infiniment pour ton temps. Puis je pense qu'on pourrait te réinviter pour parler encore 1h30 de golf, ce serait assez facile.
Cool, mais merci Hey, beaucoup. on va tasser nos meubles puis on va frapper des balles. Let's do it. Cool. Thanks. Merci, David. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. David, t'es réchauffé? Yes, sir. T'es lousse, comme on dit. Alors, je t'explique ici notre petit segment là, dans notre simulateur ProSim. Tu vas avoir 5 balles à frapper. L'idée, c'est de te mettre le plus proche du trou possible parce qu'à la fin de la saison, tous nos invités qui vont avoir participé à ce segment-là vont avoir la chance de vivre une expérience de conduite gracieuseté de Volvo Canada. Autrement dit, si tu es le plus proche du trou à la fin de l'année, tu vas avoir la chance de conduire une Volvo pendant 1 mois. Nice. Le règlement est très simple, tu frappes 5 balles. Et si en cours de route, tu as un malaise, tu te sens pas bien, ben tu peux te servir de moi pour un espèce de lifeline, un joker shot, whatever. Fait que tu... Je te donne mon 3e déjà. Troisième? Troisième, ouais. OK, parfait. Ouais, tu vas... Tu vas avoir le temps de reprendre ton souffle? J'adore. OK, connaissais-tu le 19e de Paintsville? Non, pas vraiment, mais je l'ai vu à l'écran là, tantôt, puis C'est sharp. c'est plus que sharp. Mais surtout que c'est un vrai 19e. Fait que tu sais, t'arrives à égalité, ben, Incroyable. tu t'en vas jouer ça, puis c'est cool. Ça a l'air d'être un terrain comme cascade que je vois ça là, à Vegas, un peu, qui ont Ouais. un arrière. T'as jamais de trou d'un coup dans ta vie, toi. Je suis surpris. Je suis jaloux de tous ceux qui en ont. Ça va faire pour. Trop fort. Ton meilleur score à vie, David, c'est quoi? 69 Oh my God, dans un tournoi. 32-37. Ah je me ouais, souviens... ouais. Te souviens-tu quel club? À Saint-Lambert. Saint-Lambert, C'est la hein. seule fois que j'ai joué en bas de part de ma vie pour un 18. OK. C'est l'unique fois. Puis ton meilleur handicap, ça a été quoi? Ah, 2, 3. Quand même. Maintenant, je suis peut-être 5, 6. OK. Ouais. Ah, good swing. Ça devrait être mieux. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Absolument. Arrête. Absolument. Ah, c'est bon, ça. T'étais donc 8 pieds 4. J'aime All right. ça. Faut que tu battes Ah, ça. c'est la 3e. Ouais, c'est OK. ton tour. On va essayer de faire mieux que ça. C'est qui le... Tout d'un coup, on split le Volvo pour un mois. Non, mieux que ça. Je te laisse conduire, tu viens me chercher à tous les jours. Pour un tout d'un coup, je le ferai. All right. Mimi est proche cette année, mais... Bon. Ah, une petite affaire à gauche. Come on. Go. Soit moins que 8 pieds 4. Ah! Ouais, 9 pieds. Ah, 13 pieds. Oh! Oh my God. Écoute, c'était une popée, je te laisse frapper. Non, Ah, un ça, petit pull. ouais, and it's in the water. Distance control. Ah, une cinquième. boy! 137 à l'eau. Come on, David. J'en ai un à 8 pieds 4, là. Ouais. Mais tu sais que Craig Matthew, il a suivi le chemin inverse de toi. Lui, il est passé de golfeur à mannequin. Ouais, puis acteur. Ou, Acteur, c'est ouais, ça. Comédien. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je suis encore en contact beaucoup avec Ah, Craig. cool. Ou, Ah, c'était quel talent qu'il ouais. avait, ce gars-là. Ah, ouais. C'en est un qui a joué le Nike Tour. Ouais. Carl Desjardins était très bon dans ce temps-là, Ouais. tu sais, 2000 à 2004. Ouais. Dave Lévesque était un des meilleurs joueurs dans ce temps-là, qui est encore très bon. Ouais. OK, let's go. All right. Easy. Ouais. Un petit push. Ah. 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 Hey, tu l'as essayé 8 pieds 4. Tiens, frappe-en un autre pour le plaisir. Moi, faut que je t'offre quelque chose en passant. 2 petites secondes. Tiens. Mets ça proche. OK. Ah, c'est mieux, ça. Good shot. Bon. David, pour te remercier de ta participation à Golf Le Monde, la boutique Horizon Golf t'offre une paire de souliers True. Oh. Ça va être assurément de ta bonne grandeur, puis peut-être que ça va te permettre de la mettre un petit peu plus proche la prochaine fois. Et pour ceux qui nous suivez Golf Le Monde, ben, on vous invite bien sûr à aller voir boutiquehorizongolf.com pour tous les détails. Vous pouvez passer également en boutique. Et puis on vous invite bien sûr à suivre Golf Le Monde sur tous nos réseaux sociaux et inscrivez-vous sur notre page YouTube Golf Le Monde.